Il y eut avant les réelles attaques atomiques une succession de tests afin d'évaluer la puissance des bombes et du matériel conçu. L'objectif de ces essais est principalement de vérifier la viabilité du produit. En France, c'est après la guerre, à partir de 1960, sous la présidence de Charles de Gaulle, que les tests ont commencé. Un champ de tir est créé à Regan en Algérie, au centre du Sahara, où les tirs aériens s'effectuent jusqu'en 1961. La France doit cependant arrêter les essais nucléaires aériens en 1961 pour des essais nucléaires souterrains sous le site d'Inneker. Après l'indépendance de l'Algérie, elle a besoin d'un nouveau site pour ses essais. Il est donc décidé en 1966 d'utiliser les atolls de Mururoa et de Fangatofa pour continuer les recherches en termes d'armes atomiques. Se crée alors le CEP, Centre d'expérimentation du Pacifique, où les essais souterrains et aériens ont lieu jusqu'en 1996, l'année de la signature du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous retrouvons désormais un ancien militaire de l'armée de l'air qui a accepté de témoigner de son expérience passée au Pacifique et qui a participé à des essais nucléaires durant plusieurs séjours opérationnels en 1966, 1968 et 1971 dans 3 différents sites, Turia, Totogégié, Rikitea et Ao. Alors, qui êtes-vous, où êtes-vous parti et quel a été votre rôle durant ces essais nucléaires? Eh bien, ça a été très simple, c'est que après avoir obtenu ce fameux diplôme de technicien en radioprotection, on m'a désigné dans différents sites, comme vous l'avez cité. Et le premier, ça a été Rikitea, où j'y ai passé 2 mois. Et effectivement, j'étais pas loin des expériences, puisque je pense être à peu près à 100 km de là. Et ce qui fait que, contrairement à ce que l'on dit, on ne voit rien. Parce que si on regarde, on est aveugle pour sa vie. Donc on ne voit rien, mais on ne sent rien non plus. On a pu entendre que le boom. Oui, d'accord. Et puis c'est tout. Et alors, en quoi consiste un rôle de technicien en radioprotection? Ben, ça dépend du site où vous êtes, mais de toute façon, le travail reste le même. J'avais à ma disposition des appareils qui me servaient à mesurer ce qui se passait dans l'air. D'ailleurs, je l'ai dit à un moment donné, de ce qui passait dans l'air, et puis éventuellement, sur des grandes baies spéciales pour cela, contrôler la radioactivité. D'accord. Voilà, et que je transmettais directement aux autorités supérieures. Nous avons de notre côté fait des recherches supplémentaires pour savoir quelles étaient les activités réalisées par un technicien en radioprotection. Les activités sont les suivantes. Analyser des situations présentant des risques d'exposition radiologique, compte tenu de la réglementation en vigueur. Utiliser l'appareillage de mesure de rayonnement ionisant, le compteur Geiger-Müller. Mettre en œuvre des mesures de prévention radiologique. Et effectuer des mesures de contrôle radiologique avec le compteur Geiger-Müller, interpréter les résultats de mesures et rendre compte immédiatement à ses échelons supérieurs. Le personnel qui participait aux essais nucléaires avait des dosimètres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était et si vous en avez eu besoin? Ben, le stylo dosimètre, c'est très simple, c'est un simple stylo qui enregistre effectivement le degré d'irradiation que vous pouvez subir en une journée, puisque tous les soirs, en fin de journée, on faisait un contrôle, et donc c'était très strict. Alors, on ne pouvait pas contrôler si tout le monde le faisait avec beaucoup de sérieux ou pas. Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours appliqué la réglementation telle qu'on me l'a demandé, parce que je savais que il fallait le faire, c'était indispensable. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon alors, quel a été votre ressenti par rapport à ces essais? Bon, le ressenti, pour dire vrai, quand on est là-bas sur place, on n'a pas le temps effectivement de penser, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On fait le travail qui nous est imparti, un travail très difficile parfois, mais voilà. D'accord. Quel est l'événement qui vous a le plus marqué durant vos séjours en Polynésie? Mon événement, ça a été sur l'île de Rikitea. D'accord.
mon deuxième site, donc c'était en 1968. En 68, effectivement, il y a eu différentes explosions. On a eu l'occasion à un moment donné de recevoir la visite d'un amiral qui était là effectivement responsable de tous les essais, et je ne me suis pas rendu compte de la gravité de la chose. Et donc l'explosion a eu lieu, et cette explosion c'était celle de la bombe Canopus. Et c'est là que j'ai été obligé de faire entrer tout le personnel et tous les habitants de l'île de Riquetea. Ça a été très difficile parce que le chef de village, en finale, ne voulait pas rentrer. Et à force de persuasion, j'ai réussi à l'amener à de très bonnes raisons. Et tout s'est très bien passé. On est rentré dans le Panz, il était 13h30 par là. On a dû en sortir vers 18h, je pense. Alors, j'arrive pas à me souvenir si c'était le lendemain qu'on était resté dans le Panz toute la nuit ou pas. Ça, c'est un souvenir que je n'ai pas. Donc, voilà, on va dire que tout s'est très bien passé et qu'en définitive, on a été tous bien protégés. Ouais. Voilà. Bah, tant mieux. Alors ensuite, d'une question, avez-vous été irradié? Ah non, je n'ai pas été irradié, heureusement, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Malheureusement, j'ai des copains qui ont été au Pacifique, comme moi. Et suivant le lieu où ils ont travaillé, effectivement, ils ont aujourd'hui, il y en a qui sont décédés, et puis d'autres qui en souffrent encore. D'accord. Okay. Quelles étaient les conditions pour les militaires et pour les habitants au cours de cette période? Ben, je pense que pour les habitants, ça a été très difficile, pour la raison pure et simple, c'est qu'un Tahitien, pour lui expliquer comment ça fonctionne, etc., il ne comprend pas. La plupart d'entre eux, malheureusement, ne comprenaient pas. Et puis, pour les militaires qui étaient là, ce sont des gens qui étaient volontaires. Mais est-ce qu'ils étaient protégés, les habitants? Ah oui, les habitants, tout dépendait de ce qui allait se passer. Je l'ai dit précédemment, effectivement, il y avait des panzes qui étaient mis sur certains sites à disposition. Et quand on savait qu'une bombe devait exploser, parce qu'on ne faisait pas exploser, enfin, les explosions ne se faisaient pas comme ça, les simples baguettes magiques. Il fallait avoir une très bonne météo, il fallait que le nuage passe dans un certain endroit bien précis. Voilà. Non, les habitants n'avaient pas malheureusement de style de protection. Voilà. Est-ce que les protections que vous avez étaient efficaces? Pour moi, je pense qu'elles étaient suffisantes, à condition, effectivement, de faire ce qu'il fallait faire, je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Bon. Et est-ce que vous avez remarqué un éventuel changement sur l'environnement entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où vous êtes parti? Absolument pas. D'accord. Quand je suis arrivé, j'ai senti les bonnes odeurs de Tahiti, avec les fleurs. Et puis quand je suis reparti, j'étais tellement habitué que je ne m'en suis pas rendu compte. Vous n'avez pas vu de dégâts sur l'environnement? Non, du tout. Sur les gens, sur les 3 sites où j'ai été, la verdure était toujours là, et le lagon aussi. D'accord, très bien. Avez-vous participé à des associations concernant les militaires qui ont participé comme vous aux essais nucléaires? Non, pas du tout. Quand je suis rentré en France, j'ai été muté donc pas dans une association, mais dans un service où j'ai passé pendant pratiquement une année, puis avant de repartir au Pacifique, mais sinon, non, pas du tout. Pas du tout.